Salut à tous! Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Ellie et aujourd'hui on va parler d'un nouveau cas de disparition. En fait ces disparitions, dès que j'en ai entendu parler, j'ai vraiment eu envie d'en faire une vidéo parce que elle me fait fort penser à la disparition de Braj Laspissa, même si c'est pas tout à fait la même chose. On a déjà fait une vidéo sur la disparition de Braj Laspissa et j'avais trop envie de vous en parler parce que il y a encore une fois rien qui va dans cette enquête et il y a tellement de théories possibles. Aujourd'hui on va parler de la disparition de Leah Roberts. Le 18 mars 2000, il y a la voiture de Leah Roberts, donc qui est alors âgée de 23 ans, qui est retrouvée près de la frontière qui sépare le Canada des États-Unis. La jeune femme, elle avait complètement disparu le 9 mars 2000, sans prévenir personne. Elle était partie, elle avait pris sa voiture, elle était partie sur les routes. À l'intérieur de la voiture, on retrouve quasiment toutes les affaires de Leah, mais aucune trace de la jeune femme. Et encore aujourd'hui, à ce jour, on ne sait pas où est Leah Roberts. Leah Roberts, elle est née en 1976 et elle a vécu en Caroline du Nord, dans une banlieue qui s'appelle Durham. C'est la benjamine de 3 enfants, donc elle a un grand frère qui s'appelle Heath et une grande sœur qui s'appelle Cara, et elle est super proche de sa famille. Ils adorent passer du temps les uns avec les autres, et elle est surtout très proche de Cara qui est seulement de 2 ans son aînée. Leah, elle est décrite comme étant intelligente, amicale, aventureuse, charmante. Elle avait aussi une petite part de mystère, elle racontait pas tout, elle était assez privée. Et malheureusement, dans les années qui ont précédé sa disparition, sa famille a été touchée par plusieurs grandes tragédies dont je vais vous parler maintenant, mais c'est absolument horrible. On se demande comment le sort peut s'acharner comme ça sur une seule famille. Elle a seulement 17 ans quand son père est diagnostiqué avec une maladie pulmonaire chronique et ça met énormément de stress sur toute la famille qui est, comme je vous l'ai dit, très proche. En 1995, Leah, elle est diplômée du lycée et elle rentre à la North Carolina State University qui est à Raleigh. Elle étudie l'anthropologie et l'espagnol et elle joue aussi au football. Mais alors qu'elle est en 2e année, sa mère meurt subitement d'un arrêt cardiaque. Ça choque tout le monde, on pense que peut-être cet arrêt cardiaque serait dû au stress qui a causé la maladie de son mari. On ne sait pas à quoi c'est dû, mais ça a été super soudain et toute la famille en est absolument bouleversée. Alors Leah, elle va quitter l'université pendant un moment pour faire son deuil auprès de sa famille. À l'automne 1998, Leah, elle décide de reprendre ses études universitaires. Malheureusement, juste après, de nouveau une grande tragédie, elle subit un très gros accident de voiture. En fait, sa voiture va rentrer en collision avec un camion et elle dit carrément qu'elle a cru mourir à ce moment-là. Elle a vraiment cru que c'était la fin. Elle a été très grièvement blessée dans cet accident. Elle a eu un poumon qui a été perforé, elle a eu un fémur qui a été cassé et pour réparer son fémur, on a carrément dû lui mettre une plaque de métal à l'intérieur de la jambe pour que ça se répare convenablement. Plus tard, elle va parler de cet incident comme quelque chose qui lui a vraiment fait voir la vie différemment. Elle dit qu'elle s'est vue renaître à ce moment-là et elle est déterminée à vivre sa meilleure vie. Elle est super reconnaissante d'être en vie. Alors elle va de nouveau quitter l'université pendant un moment pour s'en remettre un peu et un peu essayer de voir ce qu'elle a envie de faire de sa vie. En 1999, elle va décider de partir avec une de ses meilleures amies qui s'appelle Nicole Bennett. Elle décide de partir au Costa Rica pour un voyage éducatif, mais encore une fois, grosse tragédie. 3 semaines seulement avant son départ, son père va décéder de la maladie pulmonaire qui lui avait été diagnostiquée. Leah, elle va quand même décider de faire ce voyage. Et Nicole, plus tard, elle va raconter que Leah a fait son deuil de manière très privée. Nicole ne l'a jamais vue pleurer et Leah a vraiment profité à fond de ce voyage. Les enfants vont hériter d'un assez gros héritage de la part des parents, mais comme Leah est au Costa Rica au moment où l'argent doit être sur son compte, c'est sa sœur Cara qui va avoir une procuration pour s'occuper des finances de Leah et ça va avoir une grosse importance pour la suite de l'histoire. Tout le monde dit qu'en fait tous ces événements, ça a mené Leah à vraiment se poser des questions sur le sens de la vie, sur sa place sur cette terre. Elle a vraiment commencé un chemin assez spirituel. Ensuite, Leah va revenir aux États-Unis, elle reprend ses études. Ce printemps-là, il ne lui reste qu'un semestre avant d'avoir terminé ses études et d'avoir son diplôme. Mais Leah, elle décide qu'elle ne veut pas avoir son diplôme, elle décide qu'elle a envie de quitter l'université. Alors son frère et sa sœur, ils lui disent non mais attends, il te reste quasiment pas de temps, continue. Mais elle veut rien entendre, elle a décidé que c'était pas pour elle. Elle n'a pas envie de continuer et donc elle quitte
pour de bon l'université le temps de découvrir ce qu'elle veut vraiment. Donc à ce moment-là, elle vit avec la fameuse Nicole Bennett qui est sa colocataire. L'héritage qu'elle a reçu de ses parents était assez grand pour qu'elle n'ait pas à travailler pendant un moment et donc vraiment elle vit complètement spontanément en essayant de trouver un peu ce qu'elle a envie de faire dans cette vie. Pendant ce moment-là, elle apprend la guitare, elle s'intéresse beaucoup à la photographie et elle adopte un petit chat qu'elle appelle Béa. Elle commence à passer pas mal de temps dans les cafés où elle écrit beaucoup dans des journaux intimes, elle commence à écrire de la poésie et elle passe énormément de temps dans un café qui s'appelle Cup of Joe. Elle va se faire beaucoup de nouveaux amis dans ce café, dont une qui s'appelle Janine Quiller. Et avec Janine, Léa va parler de son amour pour un auteur qu'elles ont en commun qui s'appelle Kerouac. Donc c'est son écrivain préféré et il a écrit le roman On the Road qui est quand même vachement connue et elle adorait cet auteur et elle va en parler énormément avec Janine. Avec Janine, elle parle également d'imiter cet auteur et de partir sur les routes comme ça, de faire un road trip. Elle avait vraiment envie de partir à l'aventure. Le 9 mars 2000, Léa, elle a une conversation téléphonique avec Cara, une conversation qui est totalement normale. Et pendant cette conversation, donc Léa et sa sœur décident à un moment donné qu'elles vont se voir. Elles font pas des plans très précis, mais elles se disent qu'elles vont se voir bientôt. Plus tard dans la même journée, Nicole et Léa, elles décident de faire du babysitting le lendemain ensemble. Puis Nicole part au travail et quand elle revient à la maison, elle se rend compte que ni Léa ni sa voiture, qui est une Jeep Cherokee blanche 1993, n'est à la maison. Elles sont toutes les deux parties. Mais Nicole, dans un premier temps, elle se pose pas de questions. En fait, Léa, elle est très spontanée depuis qu'elle a arrêté ses études. C'est pas inhabituel pour elle de partir comme ça à l'aventure, donc elle se fait pas plus de soucis que ça. Mais le 10 mars, Léa ne va pas au babysitting qu'elle avait prévu de faire avec Nicole. Le 11 mars, toujours pas de nouvelles de Léa. Et ça commence un peu à inquiéter Nicole, parce que Léa, bon, elle était spontanée, mais ça lui arrivait jamais de partir comme ça et de pas au moins prévenir Nicole qu'elle partait pendant plusieurs jours. Donc l'absence de Léa commence vraiment à inquiéter ses proches. Et finalement, c'est Cara, donc sa sœur, qui finit par reporter la disparition de Léa le 13 mars 2000. Donc complètement inquiète, le lendemain, Cara et Nicole, elles vont fouiller la chambre de Léa. Elles vont découvrir qu'il y a plein de vêtements de Léa qui ne sont plus là, donc on dirait qu'elle a prévu quand même de partir pendant un moment. Il y a aussi plus son chaton, Béa est pas là, et il y a des affaires du chat qui manquent, et du coup on se dit directement, bon, elle est partie volontairement là, elle a prévu de partir pendant un moment, et on trouve un mot, et sur ce mot, Léa a écrit I'm not suicidal, I'm the opposite. Donc je ne suis pas suicidaire, je suis le contraire. Elle a aussi écrit pas mal de choses, dont Remember Kerouac, donc souvenez-vous de Kerouac. Cara, directement, elle se dit, attends, ok, Kerouac c'est son auteur préféré, peut-être qu'elle l'a imité, peut-être qu'elle est partie en road trip comme ça spontanément, c'est possible. Elle avait d'ailleurs déjà parlé à Nicole de partir faire ce road trip, mais Nicole elle avait un travail, elle avait ses études, elle pouvait pas partir comme ça, donc peut-être que Léa a juste décidé de partir comme ça toute seule. Léa a aussi laissé une liasse de billets qui représente assez d'argent pour payer sa part du loyer pendant un mois. Donc elle a prévu de partir pendant un assez long moment, et le plus étrange c'est que sur cette lettre qu'elle a laissée, elle a dessiné le sourire du chat Cheshire, donc le chat d'Alice au Pays des Merveilles. Et le chat, il est souvent relié à la prise de drogue, etc. Donc c'est assez intéressant. C'est un sourire, donc on pourrait se dire, ok, du coup, est-ce qu'elle était dans un bon état d'esprit? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est toujours un mystère à ce jour. Mais il faut pas oublier que Cara, elle a toujours la procuration sur les comptes de Léa. Donc directement, elle va vérifier ce qui s'est passé sur les comptes bancaires de Léa, où est-ce qu'elle peut se trouver. Alors elle découvre qu'après qu'elle se soit parlé au téléphone le 9 mars, Léa, elle a retiré 3000 $. Puis elle a utilisé sa carte de débit pour payer une chambre à Memphis dans le Tennessee, une chambre d'hôtel. Un peu plus tard, il y a des achats qui montrent qu'elle a acheté de la nourriture, qu'elle a acheté du carburant. Alors selon les lieux des transactions, Léa, elle aurait voyagé vers l'ouest et puis vers le nord. Tous les mouvements sur le compte bancaire de Léa cessent après une transaction pour acheter du carburant le 13 mars après minuit dans une station essence qui se trouve à Brooke dans l'Oregon. Alors là, Cara elle se dit bon ok, qu'est-ce qu'elle fait là Léa? Et pour essayer d'un peu découvrir ce qui se passe, avec la meilleure amie de Léa qui s'appelle Susie Smith, elles vont se rendre au Cup of Joe, donc le café où Léa allait tout le temps. Et elles vont rencontrer Janine, avec qui Léa avait parlé pendant si longtemps de Kerouac. En fait, les deux avaient été très touchés par la suite de On the Road qui s'appelle Les Clochards Célestes. Et Kerouac parle de son expérience où il avait travaillé dans un endroit qui s'appelle le Peak Desolation, qui se trouve dans l'état de Washington. Alors il avait été super ému par la beauté de cet endroit, et Léa, elle avait déjà parler du fait qu'elle aurait bien voulu s'y rendre pour elle-même pouvoir voir à quel point c'était magnifique. Alors Cara elle se dit mais ça y est, on a trouvé l'objectif de Léa, c'est bon, on sait où elle est, on sait pourquoi elle est là. Elle est complètement rassurée, elle se dit
Tout va bien, elle revient à sa routine habituelle et elle ne s'inquiète plus de sa sœur pour qu'elle pense en sécurité. Elle n'a aucune raison de penser que quelque chose pourrait mal tourner. Mais le 18 mars 2000, c'est l'anniversaire de Kara. Elle a 26 ans, elle s'attend évidemment à ce que Léa l'appelle d'une manière ou d'une autre pour lui souhaiter bon anniversaire. À la place, elle reçoit une nouvelle très inquiétante. C'est les shérifs de Bellingham, donc qui est dans l'état de Washington, qui préviennent Kara que la voiture de Léa a été retrouvée accidentée dans une forêt, mais que Léa est introuvable. Alors tôt ce matin-là, il y a un petit couple qui est en train de faire son jogging le long de la Canyon Creek Road. Je vais vous épargner les détails, surtout parce que je ne sais pas dire le nom, mais ça se trouve autour d'une forêt nationale qui se trouve près de la frontière entre le Canada et les États-Unis. Alors donc ils sont en train de faire leur jogging gentiment et puis ils voient qu'il y a des vêtements sur le bord de la route et des vêtements qui sont accrochés aux arbres. C'est près d'un virage et puis il y a un talus et ils se disent oula c'est pas normal et donc ils décident de descendre le talus et c'est là qu'ils vont trouver la voiture accidentée. Directement la police est appelée, on découvre grâce à la plaque d'immatriculation qu'il s'agit de la voiture de Léa mais il n'y a pas de trace de Léa. Comme du coup il n'y a pas de trace de la conductrice, l'enquête commence réellement en ce jour du 18 mars. Alors la voiture elle voyageait d'après les policiers à environ 64 km/h et elle aurait continué à accélérer jusqu'à descendre du talus où elle aurait fait carrément des tonneaux. Mais ce qui est étrange, c'est qu'il n'y a aucune trace de sang, il n'y a aucune trace que quelqu'un ait été blessé, pas de trace de coups sur le volant, pas de trace de l'intérieur de coups sur le pare-brise. Et la ceinture de sécurité, elle s'est pas distendue comme si personne ne la portait. Mais il faut se dire que si personne ne portait cette ceinture de sécurité, mais a fait ce genre d'accident, la personne elle n'est pas sortie indemne en fait. Donc là, il n'y a vraiment aucune preuve qu'il y avait quelqu'un dans la voiture pendant l'accident. Et là, la police directement, elle se dit waouh, mais du coup, est-ce que ça veut dire que c'est une mise en scène? Mais il n'y a pas non plus de signe que la voiture a genre été poussée ou quoi que ce soit non plus. Encore plus étrange, il y a des couvertures et des oreillers qui ont été accrochés à l'intérieur de la voiture comme si quelqu'un avait utilisé la voiture comme abri après le crash. Donc là ce qu'on a c'est, on dirait qu'il n'y avait personne à la voiture pendant le crash, pas de traces de blessure, mais par contre après le crash on dirait que quelqu'un a vécu dedans. Alors dans la voiture on retrouve le passeport, le chéquier, le permis de conduire, des vêtements, la guitare, des CD de Léa. On trouve également des aliments et un panier pour chat, mais il n'y a pas de traces de Béa, le petit chat. Et c'est important de noter qu'encore à ce jour, le chat n'a jamais été retrouvé. On trouve aussi dans une poche de pantalon 2500 $ en cash. On se dit aussi, bon, le vol, c'est pas la raison pour laquelle il y a eu ce crash. Vu que les gens qui étaient là pendant le crash, s'il y avait quelqu'un, ont laissé 2500 $. Et on se dit aussi que si Léa était partie comme ça, de son plein gré, elle aurait quand même pris avec elle les 2500 $. En fait, il n'y a rien qui fait sens dans cet accident. Et donc, le FBI est directement mis sur l'enquête parce que c'est très étrange. On commence à penser que peut-être Léa a été victime d'un crime et que la personne qui l'aurait blessée lui aurait fait du mal et puis aurait crashé sa voiture pour essayer de brouiller les pistes. Alors Kara et Heath, ils vont se rendre à Washington pour aider les enquêteurs dans l'affaire. Et quelque chose de très étrange qu'on va trouver dans la voiture de Léa, c'est sous un tapis de sol, on va trouver la bague de fiançailles de sa mère. Mais Léa portait constamment cette bague. En fait, elle la portait pour garder en lien avec sa mère et tout le monde dit que vraiment il y avait zéro moyen pour qu'elle l'enlève comme ça volontairement et surtout qu'elle la laisse dans cette voiture. Donc tout ce qu'on pourrait croire comme quoi Léa serait partie volontairement de la voiture est très bizarre parce qu'elle a laissé de l'argent et surtout cette bague de fiançailles qu'elle n'aurait jamais laissé comme ça volontairement. Alors ce que les enquêteurs commencent à penser, c'est que comme les derniers mouvements sur la carte bancaire de Léa c'était le 13 mars, il y a peut-être quelque chose qui lui est arrivé dans ces environs-là. Et donc, le 13 mars, le jour où Léa a utilisé sa carte bancaire pour la dernière fois, il y a des caméras de surveillance qui l'ont vue à la fameuse station-service où elle a utilisé sa carte. Elle a l'air normale, elle est seule, elle n'a pas l'air blessée, elle a vraiment l'air dans son état normal, mais ce qui est assez étrange, c'est qu'elle n'arrête pas de regarder dans le parking, comme si soit elle attendait quelqu'un, soit peut-être elle était un peu inquiète, mais il n'y a aucune caméra de surveillance dans le parking, donc on ne sait pas ce qu'elle regardait ou qui elle regardait. Donc peut-être qu'elle n'était pas seule finalement, mais vraiment il n'y a aucune preuve qui pourrait dire oui il y avait quelqu'un avec elle vraiment. Dans la voiture de Léa, les enquêteurs ils vont aussi trouver une caisse
où elle gardait tous des souvenirs de son voyage. Et ça prouve aussi également que Léa voulait revenir. Parce que pourquoi garder des souvenirs si ton but c'est genre de partir? Et dans ce carton, ils vont trouver le ticket de cinéma pour une projection de American Beauty le 13 mars dans un centre commercial à Bellingham. Le centre commercial s'appelle Bellysphere. Il est aussi important de préciser qu'il n'y a aucun indice qui montre que Léa a dormi dans des chambres d'hôtel depuis le 9 mars. Le seul restaurant du centre commercial où on peut s'asseoir se trouve près du cinéma où elle a été. Donc son frère et sa sœur, ils se disent, bon, elle a peut-être été mangée là, avant ou après sa séance de cinéma. Ils vont aller parler aux employés, et les employés vont se souvenir de Léa. Elle s'est installée au comptoir. Et il y avait deux hommes qui étaient de part et d'autre d'elle. Ils ne se connaissaient pas apparemment vu la façon dont ils parlaient, mais Léa leur aurait parlé de son projet, d'aller sur les routes, de Kerouac. Enfin, ils auraient eu une conversation assez plaisante. Et la police, du coup, elle va essayer de retrouver ces deux hommes, et elle arrive à en retrouver un des deux. Et cet homme, il dit que à un moment donné, dans leur conversation, il y a un troisième homme qui est rentré dans le restaurant et que Léa l'a appelé Barry. Donc on aurait dit qu'elle le connaissait. Léa serait partie avec le Barry en question. Ce témoin-là va fournir un portrait robot du dénommé Barry. Un portrait robot qui est très précis. Ce qui est bizarre, c'est qu'on n'a jamais retrouvé l'existence du fameux Barry. Et il n'y a pas d'autres clients qui ont pu dire oui, Léa, elle a discuté ou elle a appelé ce fameux homme Barry. Il n'y a que cet homme-là qui parle de ce dénommé Barry, qu'on n'a jamais retrouvé. Peu après la découverte de la Jeep accidentée, il y a un homme qui téléphone à la police et qui dit que sa femme a vu Léa près d'une station-service à Everett, donc c'est près de Seattle, et que Léa avait l'air confuse et troublée et désorientée. Mais avant que la police ait pu lui demander ces informations, l'homme a paniqué et l'a raccroché. Pourquoi paniquer comme ça? C'est très étrange. La police, elle va passer les 2 semaines suivantes à fouiller les bois où a été retrouvée la voiture de Léa avec des hélicoptères, avec des chiens, mais on ne trouve strictement rien. En sachant aussi que comme Léa avait cette plaque dans le fémur, avec des détecteurs de métaux, on aurait pu la retrouver si son corps était quelque part. Donc vraiment, il y a zéro trace d'elle. Donc l'enquête initiale, en fait, elle va se terminer là, parce que il n'y a pas d'autres indices. Sauf que Kara, elle va demander à la police de conserver la voiture de Léa dans l'état dans lequel elle était. Et elle a bien fait, parce qu'en 2006, l'enquêteur qui était sur l'enquête de Léa prend sa retraite et il donne l'enquête à 2 autres inspecteurs, qui eux se rendent compte qu'en fait la voiture n'a pas été fouillée dans son entièreté, ce qui est absolument fou. Mais bref, ils vont trouver des indices très importants. Personne n'avait pensé à regarder sous le capot de la Jeep. Et ils découvrent que sous le capot, il y a un fil qui a été volontairement coupé. Et en fait, je m'y connais très peu en mécanique, mais je vais vous expliquer quand même ce que ça aurait permis. Ça aurait permis à la voiture de continuer à accélérer sans que personne ne soit dedans. Donc, la possibilité que tout ça soit une mise en scène est de plus en plus plausible. Ils vont aussi trouver une empreinte digitale sous le capot et de l'ADN d'homme sur un des vêtements de Léa. Moi, ça me rend dingue qu'il ait fallu 6 ans pour qu'on découvre ça, simplement parce que le taf n'avait pas été fait au départ. Les enquêteurs, du coup, ils vont recommencer un peu à suivre l'enquête et ça va les mener vers l'homme qui avait parlé à Léa dans ce restaurant à Bellingham. L'homme qui avait fait le portrait robot de Barry, le portrait très détaillé de Barry. En fait, cet homme-là, il avait une formation militaire et aussi, il était mécanicien, donc il aurait pu faire tout ça très facilement. Et le portrait robot, comme je le dis tout le temps, il est super précis. Il est trop précis en fait. C'est trop bizarre. Comment tu peux te souvenir de quelqu'un de manière aussi précise? À part si tu l'inventes. Et depuis la disparition de Léa, il est aussi parti au Canada. C'est un peu suspect et ça prolonge les efforts pour essayer de retrouver ses empreintes et son ADN. Sauf que au final, on va prendre ces empreintes et ce n'est pas un match avec les empreintes qui ont été trouvées dans la voiture de Léa. Et donc, c'est à peu près là que s'arrête l'enquête en fait. Où est Léa? Personne ne le sait. Et il y a plusieurs théories qui tournent autour de cette disparition et je vais vous en parler très brièvement maintenant. Il y a une théorie qui dit qu'elle aurait été dans l'accident, qu'elle se serait cognée la tête et qu'elle aurait complètement oublié qui elle était. Donc peut-être qu'elle est partie sans aucune idée de qui elle était, ce qui pourrait expliquer pourquoi elle a laissé sa bague et autant d'argent. Et juste maintenant, en fait, elle erre depuis tout ce temps sans avoir aucune idée de qui elle est et qu'elle est recherchée par sa famille. Il y a aussi la possibilité d'un serial killer, par exemple Israel Keyes. Alors je vais en parler dans une vidéo parce que c'est encore une enquête incroyable, mais c'était un serial killer en fait qui tuait ses victimes complètement au hasard. Genre il trouvait une fille, il faisait « Ah, elle je vais la tuer » alors qu'il la connaissait pas du tout.
Donc c'est possible qu'elle ait été une de ses victimes. Elle aurait aussi bien pu être kidnappée ou blessée avant l'accident et que l'accident ait été toute une mise en scène. Et Léa, elle aurait pu simplement disparaître volontairement vu que sa voiture était tout près de la frontière du Canada. Mais bon, pour passer la frontière, il faut un passeport. Elle aurait quand même pas laissé tout cet argent là-bas, dans la voiture alors qu'elle en avait besoin. Et elle aurait quand même pas laissé la bague de sa mère. Enfin moi ça me semble pas probable. Surtout qu'elle aurait pas fait ça à son frère et sa sœur en sachant tout ce qu'ils avaient traversé en quelques années. Donc ils ont perdu leur mère, leur père et puis leur sœur. Elle aurait quand même pas fait ça volontairement. Léa, aujourd'hui, elle aurait 45 ans. Elle avait les yeux bleus, les cheveux blonds, elle fumait et elle était végétarienne. Et elle a aussi une cicatrice sur la hanche gauche. Sa sœur, elle a jamais arrêté d'essayer de la chercher. Et elle pense sincèrement que Léa n'est pas partie volontairement, pas après tout ce qu'ils avaient vécu. Voilà, c'est tout ce qu'on a sur cette affaire. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Et voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter, à vous abonner, ça veut vraiment dire beaucoup pour moi. Et je vous reverrai une prochaine fois. Coupé!